Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle critique au cinéma Arvor, critique de quelques films. Avant de vous donner les noms des premiers films dont on va traiter aujourd'hui, je laisse la parole à Clémence pour l'actualité du cinéma Arvor prochainement. Merci beaucoup Ethan. Moi je vais me contenter de faire la pub pour ma petite séance du ciné-club Faites le Mur mercredi prochain. Faites le Mur qui est un ciné-club lycéen ouvert à tous évidemment, mais créé à la base pour les lycéens de l'internat du lycée Coët-Logon, lycée où je travaille donc. Voilà, donc on va diffuser les autres de Alejandro Amenábar le 13 décembre à 19h45, donc venez nombreux et nombreuses. Alors je reprends la parole. Donc ici Antonin du cinéma Arvor. Moi je vais juste dire une petite annonce aussi sur des séances que j'organise qui me tiennent un peu à cœur parce que c'est des films que j'ai découverts il y a peu, des films de Satyajit Ray, donc immense cinéaste indien mais plutôt des années 50-60, et sa trilogie Apu, nommée trilogie Apu, qui suit le personnage d'Apu de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte, ressortent en salle. C'est des restaurations qui sont absolument sublimes. Moi, c'est des films que j'ai découverts à l'occasion parce que c'est des films que j'avais zappés pendant mes études de cinéma, parce qu'on peut pas voir tous les classiques non plus, et ça j'ai redécouvert ça et c'est vraiment absolument sublime. Ça m'a mis par terre lors de la projection de La Complainte du Sentier, en tout cas celui qu'on passe dimanche prochain, le dimanche 10 à 18h. On est à mi-chemin entre le cinéma un peu néo-réaliste et puis quelque chose d'un petit peu plus élégiaque, lyrique, très animiste, un peu dans l'esprit, et c'est vraiment sublime. Voilà, on passe les trois pendant tous les week-ends du mois de décembre, les 3 films de la trilogie à des séances uniques. Voilà, donc une actualité qui fait rêver, et surtout n'hésitez pas à vous y rendre. Autrement, pour les critiques, aujourd'hui on traitera donc du Napoléon de Ridley Scott, également de Perfect Days de Wim Wenders, et enfin le Mars Express de Jérémy Perrin. Voilà, je crois que je me suis pas trompé. On va pouvoir commencer tout de suite avec la fiction de Ridley Scott, Napoléon, une véritable bérésina en France en tout cas. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un avis un peu trop personnel, mais je vais vous laisser en débattre tous ensemble. Napoléon a aussi été l'empereur en France. Merci Ethan. Je dirais que, comparé à toi, je ne suis pas autant attaché à Napoléon. Mais non, j'ai beaucoup aimé le film, que je trouve sincèrement très sympa. Après, il se peut que je l'ai vu il y a 3 semaines, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs du film. Mais non, le film est très bien. Voilà, il provoque beaucoup de débats, parce que beaucoup de gens vont dire qu'il n'est pas très réaliste, mais je pense que quand on va voir un film de Ridley Scott, on n'y va pas pour la réalité historique. Surtout quand il a fait des films comme Gladiator ou même Exodus, même si Exodus, voilà. Mais non, j'ai beaucoup aimé que ça soit le personnage de Napoléon, du coup, qui est vraiment montré derrière. On montre derrière l'empereur tout ce qui se passe avec sa femme, qui sont pour moi les scènes les plus intéressantes, les scènes avec, je sais plus le prénom de sa femme, Joséphine, merci, qui est jouée par Vanessa Kirby, qui joue parfaitement bien face à Joaquin Phoenix. Et ces scènes sont les plus intéressantes parce que c'est là qu'on s'en rend compte que Napoléon, il est traité un peu comme un petit enfant frustré qui n'a pas tout ce qu'il veut. Et c'est le plus intéressant parce que je trouve que toutes les scènes de bataille sont très sympas, mais on s'en moque un peu finalement, que ce soit Austerlitz ou Waterloo. Et non, du coup, voilà, c'est quand ça se rapproche de l'intime que le film est beaucoup plus intéressant. Malgré ça, je trouve que... Oula, on prend déjà le micro pour m'insulter. Malgré ça, je trouve que le film est... techniquement, je le trouve très laid. La photographie est très laide, avec ce grisâtre qui est moche. Il n'y a pas d'autre mot. La bataille d'Austerlitz, elle est d'une laideur visuelle où on voit tous les effets spéciaux ressortir. Et c'est un peu désagréable à voir. Mais sinon, voilà, j'ai bien aimé. Vas-y, Elena, détruis mon avis. Non, sur la photographie qui est immonde, je suis totalement d'accord. Après, quand tu dis que les scènes les plus intéressantes, c'est celles où Napoléon a l'air un peu d'un enfant un peu ridicule, je dirais juste que c'est les seules scènes qui sont intéressantes, parce que le reste c'est vraiment pas terrible. Les scènes de bataille sont pas hyper marquantes, je les ai un peu toutes oubliées pour être honnête, et les scènes un peu plus politiques, c'est un peu les mêmes choses qui se produisent en boucle encore et encore.
Et ouais, donc les scènes par contre où il est ridicule, là pour le coup c'est très intéressant parce que c'est déjà on s'y attend pas. Voilà, c'est assez surprenant de voir ce genre de scène et c'est aussi la seule scène où Joaquin Phoenix joue et qu'il n'ait pas un visage de marbre comme c'est le cas tout au long du film. Et du coup ouais, c'est les seules scènes que j'ai trouvées intéressantes et sinon le film est assez raté. Et du coup ouais, je trouve que c'est pas un très bon film. Moi, je suis d'accord avec toi, Elena. Et moi non plus, j'ai pas du tout aimé le film. Et ce qui m'a surtout dérangé en soi, c'est que moi, déjà, personnellement, je suis pas du tout une fan de Napoléon. Comme d'autres gens. Mais je connais quand même son importance historique. Et notamment, tout le monde sait que c'était un très grand stratège militaire. Et par exemple, c'est quelque chose que moi, j'ai pas du tout ressenti. Parce que, clairement, en allant voir ce film, je me suis dit, c'est Ridley Scott, il va nous en mettre plein la vue. Et même si je savais très bien que ça allait pas être un biopic et qu'il allait faire sûrement des facilités scénaristiques et tout ça, ça me dérangeait pas. Moi, je m'attendais à justement des belles batailles. Et en fait, surtout, moi, ce qui m'a dérangé, c'est le fait qu'à aucun moment, en fait, je ressens l'enjeu des batailles. Parce que c'est quand même... En tout cas, je suis pas une très forte forcément en histoire, mais c'est des batailles qui ont été énormément importantes et moi je ressens pas en fait, j'arrive même pas en fait à voir ce que ressent le personnage de Napoléon et alors que pourtant Joaquin Phoenix c'est un acteur incroyable et que j'adore et j'aime énormément de films dans lesquels il joue, mais là j'ai trouvé son jeu vraiment très plat comme tu l'as dit Elena et je trouve que, en tout cas c'est un avis personnel, mais moi j'ai rien ressenti devant ce film. J'ai ressenti aucune tension, aucune importance, et même au niveau des scènes d'intimité, j'ai trouvé que c'était très étrange parce que d'un côté, on a Napoléon qui a l'air très amoureux du coup de Joséphine, et je crois d'ailleurs que dans la vraie vie, c'était le cas, il était vraiment très amoureux d'elle, mais d'un autre côté, on a les scènes de sexe, par exemple, franchement, qui sont très ridicules. Et on ressent pas d'amour, mais limite pas de respect, même à la scène du divorce où il la gifle. Enfin, je trouvais qu'il y avait un côté assez contradictoire et que justement, je suis d'accord que ces scènes d'intimité sont intéressantes, mais je pense qu'elles ont été plus intéressantes, du coup, si on avait vraiment ressenti peut-être l'amour qu'il y avait entre eux. Je suis assez d'accord qu'il n'y a pas trop d'implication émotionnelle dans le film, on n'est pas trop très impliqué. Après, le fait que les scènes de sexe, par exemple, soient ridicules, je trouve que justement c'est ça qui est intéressant. Il y a un côté un peu burlesque qui revient aussi à plusieurs moments du film. Des maladresses aussi sociales, des moments où il touche une momie et elle tombe sur le côté. Des moments où il raconte une anecdote en croyant se faire bien voir et l'autre lui répond on a le même truc, on connaît aussi. Donc je trouve au contraire que cet aspect ridicule des scènes de sexe, par exemple, c'est intéressant. Donc après, oui, on ressent pas vraiment un amour à ce moment-là, mais on ressent quand même l'aspect ridicule qu'il peut avoir, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le film. Je suis d'accord avec toi, mais justement, en fait, moi j'ai juste l'impression que... En fait, ce ridicule, il est un peu gratuit, dans le sens où tu t'attends que forcément... Si quelqu'un réalise un film sur Napoléon, c'est que il apprécie ce personnage historique un minimum. Et par exemple, typiquement, il y a énormément de gens qui adorent Napoléon pour son côté stratège, parce que c'est vrai. Mais par exemple, ça, je l'ai pas ressenti. Mais même, il y a énormément de gens qui peuvent aimer Napoléon pour sa personnalité, pour la personne qu'il était, mais ça non plus, tu vois, je l'ai pas ressenti, parce que justement, comme tu dis, il est tourné au ridicule. Et en soi, en fait, c'est surtout que je me demande pourquoi, en fait, Ridley Scott a décidé de faire un film sur Napoléon, si c'est pour, justement, le tourner au ridicule comme ça, et je sais pas, en fait, juste je vois pas trop l'intérêt parce qu'il le met pas en lumière, que ce soit lui dans l'intimité ou lui en tant que stratège, en tant que du coup vraiment personnage historique. Et je m'attendais pas spécialement à aller voir un biopic qui met en lumière Napoléon et qui dise regardez comme il était génial, parce que bon de toute façon Napoléon on sait tous que il a fait aussi des choses horribles, mais c'est juste que
Je sais pas. En fait, j'aurais aimé un parti pris où, à ce moment-là, il aime le personnage et du coup, sans forcément non plus le mettre en éloge dans le film, mais il essaye de le représenter plutôt bien, au moins montrer vraiment son stratège militaire, le fait que le gars, il savait ce qu'il faisait. Ou alors, à l'inverse, il déteste Napoléon parce qu'il a fait des choses de connard, et à ce moment-là, du coup, il le montre vraiment. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, personnellement, j'aurais aimé un parti pris, une meilleure implication, en fait, dans le personnage. Ouais, alors moi je l'ai pas vu, mais pour moi Ridley Scott il voulait juste faire sa romance historique et il s'est dit bon ça marche bien avec ces deux-là, Napoléon et Joséphine. Mais je voudrais juste rectifier un petit truc, faire du débunkage. Je crois que t'as dit que y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était nul parce que ça respectait pas la réalité historique, etc. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu de polémique, il faut arrêter de s'inventer des chimères comme ça déjà. Et ensuite, le seul truc qui a été reproché, c'est le fait que Vanessa Kirby et Joaquin Phoenix ont 14 ans d'écart. Je vous laisse deviner qui est le plus âgé. Et dans la vraie vie, Joséphine était plus âgée que Napoléon de 6 ans. Ça a eu une importance assez forte dans leur relation, dans la perception de leur relation par la société. Ça a joué beaucoup. Et il y a plein de gens qui trouvent ça, à raison, assez ridicule et inadmissible que justement on prenne deux acteurs comme ça, parce que ça, il faut pas se leurrer, ça n'a pas un rapport avec leur talent ou leur apparence ou quoi. C'est vraiment un système cinématographique sexiste qui refuse que les actrices vieillissent et qui du coup rend les fictions historiques ridicules, parce que ça marche pas, en fait, ça marche pas. Si tu respectes pas ça, ton drame romantique soi-disant réaliste sur Napoléon, il marche pas. Voilà. Merci. Alors pour débunker le débunkage, non, par rapport, si, justement, il y a beaucoup d'historiens qui se sont plaints de le côté réaliste du film. Et j'ai une excellente source. Quand on est allé voir le film avec mes amis, la première réaction qu'on a eue, c'est une personne en face qui était historienne et qui a fait « Alors Napoléon, il n'a pas fait ça, et on parle pas de son fils, et là, il n'a pas fait ça à tel moment », ce qui fait qu'on s'est beaucoup moqué d'elle avec mon cher ami Ethan. Mais, et du coup... Oui, mais non, en fait, ce que reprochent les gens aussi, je trouve, c'est qu'on ne le montre pas assez comme majestueux. Mais je trouve que c'est le plus intéressant du film, justement. Et je reprends par rapport à ça, je trouve que Ridley Scott, il a un parti pris. Il montre qui est l'homme derrière Napoléon, qui est l'homme derrière la figure de Napoléon, derrière cet emblème français, je fais des guillemets avec mes doigts. Et non, on montre l'homme derrière, et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Montrer dans son intimité plutôt que le montrer conquérant et vaillant dans les batailles historiques. Voilà. Là-dessus, c'est plutôt intéressant ce que tu dis. Je trouve que ça se ressent assez bien dans l'affiche aussi. On le montre pas habillé en empereur comme sur le tableau hyper connu là où il a une grande cape où il ressemble à rien. Et on le montre avachi sur une chaise avec sa vieille tenue militaire, ce qui est assez pathétique en vrai. Mais moi, je sais pas si l'affiche est très représentative du contenu du film. Mais moi je suis d'accord avec toi que c'est vraiment très intéressant justement. En fait, le fait qu'il ait décidé aussi de montrer Napoléon plus dans son intimité. Mais sauf que moi c'est pas ce que j'ai ressenti, parce que d'un côté tu regardes que les batailles il a essayé de les de faire que justement en fait il les a pas forcément respectés justement du coup la réalité historique. Par exemple typiquement tu le vois il bombarde les pyramides de Gizeh ou ce genre de choses, mais tu vois c'est ça en fait, c'est le côté où d'un côté en fait il a essayé de rendre les batailles plus extraordinaires et plus spectaculaires qu'elles n'étaient vraiment. Mais d'un autre côté, justement, il essaye de montrer Napoléon dans l'intimité. Justement, comme tu dis, de faire un film plus intimiste. Et où peut-être on laisse de côté le côté vraiment empereur de Napoléon et montrer le côté plus humain. Mais justement, moi, j'ai l'impression qu'il a un peu le cul entre les deux chaises, en fait, justement. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé étrange, parce que j'arrivais ni à m'impliquer dans le côté spectaculaire, ni à m'impliquer dans le côté plus intimiste en fait. Je pense que le côté spectaculaire, effectivement, est-ce qu'il est si accentué que ça ? Enfin, vous l'avez tous un peu dit, hein, mais c'est vrai qu'il y a un refus du truc quand même. Parce que c'est vrai que ce côté, tu l'as dit, le truc qu'on ne peut que reconnaître à Napoléon de façon historique et indéniable, c'est qu'il avait un génie stratégique, un génie guerrier qui lui a permis de tuer des millions de personnes
en un claquement de doigts, et parce qu'il était hyper fort. Mais ceci dit, le film, et c'est peut-être apporté à sa charge et à sa décharge en même temps, c'est qu'il ne fait pas vraiment beaucoup, il ne transforme pas ça en récit, ce génie militaire-là. Il arrive, c'est génial, il gagne, point. À aucun moment Ridley Scott il fait du spectacle avec ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il va le spectacle, ça va être une boucherie, et la petite idée brillante de faire acculer l'armée sur un lac et puis de balancer des canons comme ça, voilà, ils sont tous morts. Mais si on prend n'importe quel cinéaste qui aurait pris cette scène-là, il y aurait eu un suspense de mis en place, le moment où il a eu l'idée géniale, et on aurait joui en même temps que Napoléon de la brillance de son esprit guerrier, quoi. Ridley Scott, en fait, il refuse un peu ça, quelque part. Ça donne des scènes, du coup, et ça, c'est à la décharge du film, où tu regardes les scènes, tu te dis, bah, c'est chiant, voilà. Mais en même temps, c'est assez honnête par rapport à si on veut aller dans l'idée où Ridley Scott, c'est plutôt à la décharge du personnage. Il veut pas jouir avec lui de la destruction massive que ce type-là a fait, quoi. Voilà. Il y a un peu de ce truc-là. Oui, mais à la fin du générique, quand le générique se lance, en fait, il a écrit en fait les batailles et le nombre de morts qu'il a eu pendant ces batailles. Du coup, vraiment pour accentuer le nombre de gens qui sont morts. Et du coup, justement, je trouve que ça appuie le côté un peu spectaculaire des batailles qu'il a voulu montrer. Enfin, moi, personnellement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Oui, mais après, là, attention, ça c'est comptable, parce qu'en termes de spectacle, si on compare ça avec d'autres films, alors Gladiator, il n'y a pas de scène de bataille, mais d'autres scènes avec des grosses scènes de bataille, genre type Braveheart ou Le Seigneur des Anneaux, ou tous ces trucs-là, où voilà, on jouit de la bataille, vraiment, on jouit d'un truc de destruction de masse qui est cool, faut pas se leurrer, surtout dans les univers de fantasy. Là, il y a un refus de Ridley Scott de faire jouir le spectateur de ce spectacle-là. Et c'est d'où le panneau à la fin qui dit, voilà, le truc très comptable de genre, voilà, tant de millions de morts. Il y a une volonté de Ridley Scott de dire, voilà, ce type-là, c'était un fou furieux, faut pas se leurrer, quoi. Oui, mais je suis d'accord, mais du coup, à ce moment-là, pourquoi est-ce que modifier les batailles et essayer de les rendre plus spectaculaires qu'elles n'étaient ? Comme par exemple avec le coup des pyramides, ou même il y a une des batailles où il lance des boulets de canon sur un lac gelé. En fait, on se rend compte que c'est un lac gelé, et là, il tombe justement dans la mer. Enfin, vraiment, il a essayé vraiment, du coup, de rendre ces batailles plus spectaculaires. Moi, je suis pas sûr de ça. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il veuille les rendre plus spectaculaires. J'ai pas l'impression que ça soit hyper spectaculaire. J'ai même au contraire l'impression que les scènes ne durent pas tant que ça. Même en termes de durée et tout ça, si on compare ça avec d'autres scènes de bataille, je pense aussi à Les Anneaux, mais à d'autres films, c'est beaucoup plus court, et il y a pas. Si on prend par exemple Le Seigneur des Anneaux, c'est tout un enjeu. Voilà, il y a toute une troupe qui vont arriver. On est dans une dramaturgie d'une bataille et tout ça. Dans Napoléon, non. Il y a pas de dramaturgie de ça. Il y a effectivement un effet de surprise du truc du lac gelé, mais qui est assez dévoilé relativement tôt. C'est court. Donc il y a, effectivement, c'est spectaculaire parce que c'est de la monstration, on voit le truc arriver, mais et que c'est spectaculaire parce que c'est une bataille de toute façon, donc on va pas montrer ça de façon intimiste, mais il y a pas, c'est pas mis en spectacle de la façon dont Hollywood a pu nous habituer à avoir des mises en spectacle de bataille où ça va durer en général une demi-heure, 40 minutes. Donc il y a quand même un truc là-dessus où je remettrais un peu en question le truc de voilà, on fait un spectacle avec ça, parce que je me dis c'est quand même moi je les trouve presque, les batailles presque chiantes, et je me dis c'est cool d'avoir rendu ça chiant en fait, mais Oui, mais justement, je sais pas si c'est vraiment volontaire, du coup, le fait qu'elle soit chiante. Parce que, en tout cas, moi, c'est pas mon ressenti. Moi, j'ai pas le ressenti que Ridley Scott, c'était volontaire. Parce que sinon, il aurait dû faire des batailles plus plan-plan, en fait, vraiment. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ouais, je sais pas si c'est volontaire qu'il soit effectivement chiante, parce que c'est vrai qu'elle dure quand même un petit moment. Ça aurait peut-être dû être un peu plus courte. Mais pour revenir sur les pyramides, par exemple, quand il tire sur la pyramide, j'ai pas l'impression que ce soit pour être spectaculaire. J'ai plus l'impression que c'est un peu symbolique, pour dire il attaque l'Égypte, la pyramide c'est le symbole de l'Égypte, et donc voilà. Et c'est pareil, on a d'autres. Par exemple, la manifestation au début, il y a une manifestation donc de royalistes contre-révolutionnaires, et on appelle Napoléon, et il se met à tirer au canon sur les manifestants. Et on insiste un peu quand même sur une dame qui a la jambe arrachée, qui se traîne au sol. Donc pour moi, il y a vraiment une volonté de dire Napoléon, il a tendance à être glorifié, mais Napoléon, c'est des millions de morts, comme le disent le générique, c'est des atrocités et tout. Et
Et je pense d'ailleurs aussi que le dernier plan, où c'est juste Napoléon qui bascule sur le côté, la silhouette de Napoléon qui bascule sur le côté, c'est un peu une silhouette mythique. C'est comme si Ridley Scott disait vouloir renverser le mythe de Napoléon. Et donc j'ai l'impression que tout le film un peu est construit sur cette idée-là. Après, ce qu'il faut quand même rappeler, et je pense que ça doit répondre quand même à quelques questions, au moins, je pense, c'est que Ridley Scott, donc si je me trompe pas, c'est un réalisateur britannique. Déjà, ça joue en partie, il y a le côté historique qui est fait, qui est différent d'un côté ou de l'autre de la Manche. Là où si ça avait été un réalisateur français, forcément, Napoléon, il aurait été très certainement glorifié, montré dans toute sa splendeur, voilà, patati patata. Et là, moi, je pense quand même que, au moins, pour une part moindre, le fait, par exemple, le panneau à la fin, au début du générique, montrer le nombre des morts qu'il y a eu tout du long, c'est Napoléon, mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi les armées en face. Si tout le monde s'était rendu, c'est sûr qu'il y aurait eu moins de monde. Non, mais au-delà de ça, je pense que l'éducation qu'il y a dû avoir avant ça, elle joue forcément sur toute l'interprétation du film, ce qui est logique en même temps. Peut-être qu'on peut revenir justement sur le fait qu'il est britannique et parler de la langue, du traitement de l'anglais du français. Parce que du coup, les personnages français parlent anglais, ce qui est assez logique, parce qu'on est dans un film hollywoodien, gros budget, donc c'est un impératif. Mais des fois, il y a des paroles en français. Et du coup, c'est assez étrange. On a par exemple un personnage qui dit « Vive la France ». On a Napoléon qui, au milieu d'une phrase en anglais, mais donc qui est censé être en français, dit un madame en français. Et donc, c'est très étrange. Il y a il y a un entre-deux, faut qu'ils choisissent, en fait. Et il y a le même problème avec le texte. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, marqué République sur des drapeaux de la France, qui est marqué en français, donc. Et ensuite, plus tard, il signe un papier et c'est marqué en anglais. Et donc oui, je pense que Ridley Scott, faut qu'il se décide en fait. Soit il traduit le français en anglais et donc il le fait jusqu'au bout, soit il garde le français. Mais c'est exactement ce que j'allais dire par rapport au journal en fait. Parce que ce truc-là des gens qui parlent français dans un film hollywoodien, ça m'est déjà arrivé de l'entendre et à chaque fois je me dis vous parlez français ou vous parlez anglais mais vous faites pas les deux. Et justement à un moment il y a un gros plan sur un journal où tout est écrit en anglais. Je me suis dit non là quand même, t'aurais dû écrire en français quoi. On est en France, c'est normal d'écrire ça. Et ça nous l'avait déjà fait pour le dernier duel justement de Ridley Scott où ça nous avait fait bizarre parce que tous les personnages ils s'appellent Jacques Legris et tu te dis il y a quelque chose qui va pas. On va en Bourgogne et tout. Non, ça va pas du tout ce genre de truc. Et non, autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est que par rapport au film, surtout en fait moi ça me l'a fait surtout par rapport aux scènes en Égypte, c'est que le film en fait ça se voit qu'il est assez charcuté parce que normalement il y a une version de 4 heures qu'il a faite et qui doit sortir l'année prochaine. Et en fait il y a beaucoup de scènes où je me disais c'est dommage ça va pas plus loin. En fait moi du coup j'attends que ça parce que j'ai quand même bien aimé le film, je suis d'accord avec Mathieu. et du coup en fait à la fin du film je me suis dit en fait j'ai l'impression de voir la bande-annonce d'un super film en fait. Donc du coup j'attends que la version de 4 heures pour avoir un avis beaucoup plus concret dessus. Ouais, du coup c'est exactement de ça que je voulais parler, c'est cette fameuse version de 4 heures. Et en fait quand tu regardes le film, moi c'était mon ressenti, j'arrivais pas à savoir ce qui me dérangeait de base en le regardant. Et en fait c'est quand j'ai vu qu'il y avait cette version de 4 heures qui allait sortir, je me suis dit mais ça va beaucoup trop vite, il y a beaucoup trop de scènes qui semblent vraiment pas du tout finies, des séquences entières, mais où il manque des choses, il accède beaucoup trop vite au stade de grand général, grand empereur, sans qu'on comprenne, sans qu'il y ait vraiment de raison, c'est trop fait rapidement. Tu disais que on voit pas le grand stratège, le grand général, mais clairement pour moi c'est en partie à cause de ça. Et du coup mais vu que le film moi je l'ai trouvé bof, je sais pas si j'ai envie après d'aller voir cette version de 4 heures, parce que il y a le parti pris de Ridley Scott qui fait que moi je savais qu'il glorifierait pas Napoléon, forcément il est anglais du coup, je pensais qu'il était américain mais anglais c'est encore pire du coup, et du coup clairement il le rend ridicule, mais du coup au fil du film on perd de l'intérêt pour toute l'histoire, pour la narration, tellement il est ridicule et tellement on voit pas le côté il gagne du coup 2 batailles je crois qu'on voit dans le film, celle du début et celle sur la glace.
Et bon, moi je les ai bien aimés de base, mais ils m'ont pas marqué plus que ça. Genre, je m'en souviens plus vraiment, mais je sais que sur le moment j'ai bien aimé, contrairement à d'autres du coup. Mais c'est pas assez pour vraiment ressentir du film en se disant waouh, c'était impressionnant, même si c'était peut-être pas voulu du coup de Ridley Scott, mais cette version de 4 heures, je sais pas vraiment si j'irai la voir, quoi. Oui, effectivement, le film va très vite dans sa narration, et du coup la narration est aussi très simpliste, je trouve. Notamment, les Français ont l'air le peuple français a l'air d'être toujours du côté de Napoléon, sans jamais aucune opposition. Par exemple, quand il tire sur les manifestants au canon, ça a l'air de déranger personne. Il y a un autre moment, il va épouser une gamine de 15 ans, et celui à qui il la demande en mariage dit bien que c'est pas normal. Et bon, il se marie, et puis visiblement ça pose pas tant de problèmes que ça. Du coup, ouais, c'est un peu. Effectivement, je pense que la version de 4 heures, je sais pas s'il y aura ça dans la version de 4 heures, mais il y a moyen que ce soit mieux. En tout cas, ce sera, je pense, difficile de faire moins bien. Mais moi, je voulais juste rebondir sur le fait. Bah oui, justement, vous l'avez souligné, c'est Ridley Scott est anglais. Et du coup, forcément, je pense qu'il va pas, il n'avait pas la volonté de toute façon de bien représenter Napoléon comme l'aurait pu le faire un réalisateur français. Mais en fait, le truc c'est que quand tu veux représenter, on va dire, un personnage historique, tu veux montrer ses mauvaises facettes. En fait, je trouve que la rigueur historique est peut-être plus importante. Enfin, si tu prends un parti pris, la rigueur historique pour moi est plus importante parce que du coup, le fait qu'il y ait des choses qui soient fausses, et notamment par exemple le fait qu'il battait pas du tout Joséphine ou ce genre de choses, je trouve que ça fait vraiment un peu revanche sur les Français, dans le sens ils décident du coup de le représenter mal, mais encore plus mal que ce qu'il n'était. Et il y a même des choses en soi qui sont vraies historiquement, qu'il a fait, qui sont complètement horribles, qu'il veut même pas montrer, comme le fait, par exemple, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a réhabilité l'esclavage, ce genre de choses. Mais tu vois, par exemple, c'est des trucs vrais, qui montrent bien que Napoléon, c'était pas une bonne personne. Mais c'est ça, en fait, que je trouve un peu étrange, c'est qu'il aurait eu plein de façons, en fait, de vraiment montrer, oui, regardez, Napoléon, c'était un connard. Mais du coup, que ce soit plus historiquement vrai, et à ce moment-là, du coup, faire un vrai biopic qui remet les choses en place, et peut-être qu'il le détrône de ce côté... peut-être, oui, voilà, parce que c'est sûr qu'en France, en plus, il y a énormément de gens qui le glorifient, justement, pour ses talents de stratège. Mais voilà, en tout cas, moi, je trouve que la rigueur historique, moi, personnellement, j'aurais préféré, surtout que, s'il veut montrer ses mauvaises facettes, parce que, forcément, moi, je suis d'accord, mais voilà, moi, j'aurais préféré, en tout cas. Notons qu'aujourd'hui, Napoléon est surtout glorifié et vu comme une grande figure par des gens aux tendances fascistes, dirons-nous, et nationalistes. Donc, quelque part, c'est peut-être pas mal qu'il y ait un film qui le détruise un peu comme ça. Oui, mais justement, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de rigueur historique, je trouve que ça le décrédibilise un peu. Tu vois, comme tu dis, le fait qu'il faut le déglorifier, moi je suis complètement d'accord, mais à ce moment-là, tu mets une vraie rigueur historique, comme ça les gens ils peuvent vraiment s'appuyer là-dessus et se dire oui, Napoléon était vraiment comme ça. Et moi en tout cas, j'aurais trouvé ça mieux personnellement. Après, ceux qui le glorifient n'ont pas trop ne font pas trop attention aux faits historiques non plus. Ils prennent ce qui les arrange et ils l'interprètent à leur façon. Et puis, j'ai pas l'impression que Ridley Scott soit non plus en train de dire que son film est historiquement fiable et irréprochable, même si on a pu l'entendre dire que les historiens visiblement ne savaient pas faire leur boulot, mais j'ai pas non plus l'impression qu'ils disent ça s'est passé comme ça, mon film c'est des faits objectifs. J'ai pas l'impression qu'ils mettent trop ça en avant. Après je peux me tromper, mais alors je suis désolé, j'ai aucune source. Ça va juste falloir me croire. Mais du peu d'interviews que j'ai vues de Ridley Scott, en fait, à chaque fois, justement, il répondait à ses intervieweurs ou même aux historiens à qui il parle, comme quoi son film, il n'est pas du tout historique, que vraiment, il se base pas du tout là-dessus, et que du coup, faut arrêter justement de se fier que là-dessus, en fait, que lui, il a fait son film à lui, les faits historiques, il en a mis quelques-uns, évidemment, pour qu'on ait sa vie, mais c'est pas non plus quelque chose qu'il machinait, quoi. S'il y a tel personnage qui n'était pas là à ce moment-là, il s'en fout, quoi. C'est lui qui fait son film, quoi. Et puis, lui, du coup, il envoie balancer plein d'historiens, parce qu'il dit non, mais
vos gueules. Littéralement, il dit ça, il dit vos gueules, je fais mon film et puis taisez-vous, quoi. Alors moi, ça me dérange pas du tout qu'il fasse son énorme ego trip Ridley Scott. On sait que c'est quelqu'un qui a un ego énorme et qui adore le montrer, quoi. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu fais un film qui s'appelle Napoléon, qui se base sur l'histoire de France et tout, il faut quand même s'attendre à recevoir des critiques d'historiens malgré tout. Enfin, ça me semble inévitable, en fait, que ce soit bon ou mauvais, hein, par ailleurs, c'est pas la question. Donc, bon, le dire, les historiens, ils sont nuls, et je leur chie dessus, c'est pas un... Enfin, fallait s'y attendre, quoi, à ce qu'on me dise que ton film, il est pas historiquement très correct, quoi. Oui, et puis de toute façon, après, moi personnellement, je trouve ça important quand même le fait que le film soit bien ou mauvais, que dans tous les cas, il y ait des historiens qui arrivent et qui mettent les choses au clair. Pour que même si tu as adoré le film, eh ben, que tu saches au moins pour ta culture personnelle, surtout par exemple pour typiquement les anglophones qui ne connaissent pas l'histoire de France, et même beaucoup de Français qui peut-être sont pas calés sur l'histoire de France, hein, j'en fais partie, bah, juste qu'on te dise, bah, ça c'est les faits. Tu peux adorer ton film, mais prends-le comme une fiction et pas que justement ça fasse de la désinformation en fait, où après avoir vu Napoléon, on pense que tout ça s'est passé comme ça. Moi je trouve ça quand même important. Juste peut-être un dernier mot, parce qu'après on va peut-être passer à d'autres films, mais c'est vrai que tout ce truc sur la justification historique, moi ça me fait juste penser à un truc, c'est que vu qu'on sait pas trop ce qu'il voulait faire, Ridley Scott, enfin, c'est vrai, il y a quand même un projet un peu flou, quoi. Est-ce que c'est vraiment à charge ou est-ce que c'est vraiment un truc pour lui, pour son histoire d'amour, voire dévoiler son intimité. C'est un peu flou, mais quand même, en 2h30 de film, on a quand même un récit qui se base sur, soi-disant, des petites dates historiques relativement marquantes, quoi. Donc on est un peu obligé d'avoir cette lecture-là historique, parce que toutes ces scènes un peu livres d'images de... telle date, voilà, la fin de la terreur, la liquidation de Robespierre, machin, toutes ces dates-là, elles sont traitées comme des faits historiques, donc on est obligé d'avoir cette lecture-là, et vu qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'autre lecture, peut-être qu'on l'aura dans le résultat de 4 heures, où effectivement, peut-être qu'on aura beaucoup plus de scènes d'intimité entre Joséphine et Napoléon, et ça sera un peu cringe, rigolo et tout. Et moi j'attends de voir ça vraiment à fond. J'attends plus ça que des scènes de bataille, parce que je m'en fous un peu. Et j'espère que ça sera pas, peut-être que ça sera les 2 heures qui restent, ce sera que des intrigues de pouvoir et tout ça. Et bon, moi ça m'intéresse pas trop, parce que je pense que Ridley Scott même lui s'en fout. Mais moi c'est l'intuition que c'est que c'est vraiment, il s'en fout complètement du récit historique, en termes de, comme les séries le font, Attire-Larigot, les House of Cards et les Game of Thrones, d'intrigues de palais et tout ça. Je pense pas que ça soit le kiff de Ridley Scott de filmer ça. Et en l'état, vu qu'il n'y a pas ça dans le film, c'est vrai que ça fait un peu, comme tu disais, petite scène, mais c'est un peu compliqué, ouais, je pense, de sortir de l'ornière du film de la véracité historique, parce qu'il n'y a que ça à se foutre sous la dent, un peu, vu que c'est un peu flou sinon, quoi, le reste. Eh bien, très bien. En attendant la sortie du film de 4 heures, n'hésitez pas à le regarder en streaming, hein, le mieux, hein, pour éviter de... Voilà. On peut continuer grâce à Perfect Days de Wim Wenders. Lucie. Oui, donc moi personnellement, en tout cas, j'avais juste vu Paris, Texas et les ailes du désir de Wim Wenders, donc j'étais très étonnée quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau film au cinéma, parce que je savais pas spécialement qu'il continuait du coup à sortir des films. C'est vrai que c'est un réalisateur dont je suis pas spécialement, que je suis pas sa filmographie, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il était vraiment très bien, et qu'on a tous été étonnamment surpris en tout cas. Bah oui, un film que je me permettais de qualifier de bucolique quand même, sur juste la vie d'un monsieur, d'un Tokyoïte qui nettoie les toilettes tous les jours, et qui fait ça tous les jours, et qui s'en contente très bien avec son petit quotidien. Voilà, c'est juste la beauté de la vie, du quotidien. Surtout, pour moi, ce qui fait l'immense point positif du film, c'est ce personnage principal. J'ai plus son prénom, je suis sincèrement désolé. Mais, pardon ? Hirayama, d'accord, merci beaucoup. Et qui est d'une gentillesse et d'une douceur absolue. C'est vraiment un personnage, dès qu'il sort de chez lui, il va sourire même s'il pleut. Et on va suivre sa vie, et c'est ce qu'on se disait en sortant de la salle. On aurait suivi un personnage qui aurait été soit critique de sa vie, soit méchant avec les gens.
au bout de 10 minutes, on aurait tous détesté. Mais le fait que là, il soit gentil avec tout le monde, qu'il a toujours le sourire, peu importe la situation, même si elle est très précaire, sa situation, et qu'il se plaigne jamais, bah ça fait qu'il est tellement touchant à suivre et on veut le suivre tout le long. Et pour moi, voilà, c'est l'immense point positif du film. Et c'est un peu un feel-good movie, en fait. On en sort, on est très content. Voilà. Oui, c'est vrai que dès le début, on est vraiment, plus on apprend à le connaître, plus on est touché par ce personnage. C'est un peu un héros vraiment sans cap. Il aide vraiment les gens de manière très gratuite. Il aide un enfant quand il est perdu. Il donne de l'argent sans demander de retour. Donc vraiment, on s'attache. Et même si, on va dire, la narration est basée sur des répétitions du quotidien, c'est pas pour autant répétitif. On n'a pas cette idée de lourdeur. Et au contraire, on s'y prête au jeu et on entre du coup dans cette idée de confort de cette répétition. Et oui, on est comme lui, on commence à s'attacher à tous les détails, à son jardin secret, littéralement avec toutes ces petites plantes. Et donc voilà, un film très touchant qui parvient à nous emmener du coup dans son histoire. Pour rejoindre exactement ce que tu viens de dire et rejoindre ce que toi tu as dit, Ethan aussi. Sur les petites plantes, le fait qu'il y ait cette dimension bucolique, moi, ça me rappelle en fait je trouve que justement on est emmené dans ce quotidien, comme on est emmené en fait dans son intériorité en fait. Malgré le fait qu'il y ait très peu de dialogue, c'est un film assez, épuré, dans le sens où les gestes sont simples, on est dans son quotidien, on est dans cette répétition, et pourtant on découvre quand même ce qui l'anime, c'est-à-dire que ce sourire, ce à quoi il se connecte en fait, donc notamment les arbres, ce qui l'entoure, et c'est ça qui fait que je trouve que le personnage en fait prend toute sa richesse, toute sa dimension en fait, parce que il est lui-même en fait pour des raisons qu'on comprend un petit peu, parce qu'on sait qu'il y a une blessure derrière qui a fait que il a emprunté ce chemin intérieur qui nous est montré à l'image en fait. Et en ça, moi, je l'ai trouvé bouleversant, le film. Voilà. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé vraiment ce personnage vraiment très touchant. Et on avait vraiment, en fait, comme l'a dit Nadia, on prenait plaisir, en fait, à découvrir sa vie, son quotidien, et que même si les jours se répètent, et moi, en tout cas, je me suis pas ennuyée une seule fois. Et oui, c'est ça, en fait... savoir, le voir lire, écouter sa musique, prendre soin de ses plantes, aller à la librairie pour s'acheter un nouveau livre. C'est vrai qu'en soi, c'est pourrait être quelque chose. Si on le vend à quelqu'un qui l'a pas vu, il pourrait se dire mais on va s'ennuyer, c'est pas du tout palpitant. Mais c'est vrai qu'il a cette gentillesse et qui fait qu'il est tellement touchant, même avec son collègue. Et tout ça, qu'on a vraiment en fait envie de le découvrir et envie de s'intéresser à qui il est, et surtout d'autant plus parce qu'il parle très peu. Il est très taciturne et du coup ça donne encore plus cette envie de le connaître à travers du coup forcément ses activités, ses gestes, parce que en soi c'est la principale manière dont on a accès en fait à l'intériorité du personnage. Et voilà, c'était vraiment très très touchant et c'est un bon feel-good movie où tu ressors du film, t'es juste heureux comme lui en fait. Il arrive à te transmettre sa joie de vivre, sa positivité en fait, juste à travers le film. Et je trouve que ça montre aussi le côté où en fait juste naturel, en fait, que tout le monde n'a pas une vie sensationnelle en fait à raconter, et que c'est pas pour autant que c'est pas intéressant, et que c'est pas parce que ta vie est pas sensationnelle que tu peux pas être heureux en fait. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est le fait de montrer que lui, dans son petit quotidien, dans son petit train-train, il est vraiment très heureux, même si évidemment il y a quand même dans le film j'ai l'impression en tout cas qu'on montre qu'il n'est pas non plus sans faille, et, par exemple par rapport à sa famille avec qui ça se passe pas très bien et tout ça, mais de manière générale j'ai trouvé ça très bien de juste représenter le quotidien, et que c'était magnifiquement bien représenté.
Oui, il y a vraiment cette idée qu'on entre dans son monde et c'est vraiment un monde à part, surtout dans la comparaison qu'il y a. Enfin, c'est vraiment à Tokyo, donc une ville tout le temps en mouvement avec beaucoup de gens et pourtant il reste seul, mais pas solitaire. Enfin, vraiment être seul, mais pas se sentir seul. Et oui, il vit sa vie, il suit son propre temps, sa propre chronologie qui n'est pas vraiment linéaire, mais plutôt cyclique. Et donc on rentre dedans avec lui et il a l'air imperturbable, d'où le symbole de l'arbre, donc qui est vraiment stable. Et oui, malgré qu'il y ait des éléments perturbateurs, ils ne viennent pas vraiment le perturber. Du coup, enfin, pas vraiment, en tout cas dans son quotidien, peut-être dans son intérieur, mais moi, je trouve que justement, ce que tu viens de dire, je partage complètement cet avis. Il a cette espèce de verticalité dans son humanité qui vient puiser justement au contact des arbres. Et ça, je trouve qu'on le ressent énormément dans le film. Tu parlais, Lucie, aussi du fait, voilà, si on va décrire le film à quelqu'un qui l'a pas vu, lui donner envie de le voir, et que la personne se dise, en fait, il n'y a rien de forcément très palpitant. Justement, je trouve que le film nous interroge sur ce qui est, en fait, palpitant dans la vie. C'est quoi ton palpitant à toi ? C'est quoi ton perfect day, en fait, à toi ? Et non, mais j'ai trouvé que cette dimension un peu presque philosophique, elle était presque essentielle, en fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Moi, j'ai pas mal de trucs à dire sur ce film que j'ai très originellement beaucoup aimé. Moi, je le trouve déchirant, plutôt dur même en fait. Justement parce que les difficultés sont un peu distillées au fur et à mesure du film. Et que ouais, c'est un personnage alors touchant, je sais pas, moi j'aime pas trop le mot touchant parce que ça fait un peu il est touchant le petit japonais là, un peu. Mais en fait je pense que la grande réussite de ce film, enfin pour moi en tout cas, un niveau très intime, très personnel, c'est que ce personnage c'était un peu moi. Et c'était très émouvant de se voir en fait d'une certaine manière à l'écran, alors que ça n'a rien à voir. C'est un homme âgé japonais qui vit à Tokyo. Moi, je suis une jeune femme rennaise française. Mais en fait, j'ai vu dans ce film et dans ce personnage des représentations, l'une des plus belles représentations du trouble du spectre autistique, ce qui me concerne. Et en fait, dans la répétition un peu sereine, parce que je trouve aussi de la sérénité et du réconfort dans la répétition et la routine, et de voir que c'était représenté non pas de manière il y a une routine et c'est nul, il faut la briser, tu vois, mais de manière comme si c'était un endroit, la routine où on est réconforté, où on se sent bien. C'était un peu un choc pour moi, en fait. Et je sais pas quel est le rapport de Wim Wenders à l'autisme, mais en tout cas, je le remercie parce que ça faisait vraiment du bien à voir et je suis sortie du film en étant à la fois très heureuse et en même temps un peu triste parce que c'est un peu triste aussi, quoi, comme film. C'est un peu triste aussi d'être seule malgré tout et de se connecter aux autres seulement occasionnellement, quoi. Il y a quelque chose de doux amer dans ce film, mais qui m'a énormément touchée. Et je l'avais dit la dernière fois, visuellement, ça rappelle beaucoup Yasujiro Ozu, dont Wenders est un grand fan, même plus qu'un fan. Je crois que c'est son grand maître, quoi. Et ça se ressent. Et j'aime bien ressentir l'amour des réalisateurs ou réalisatrices pour leur père dans les films. Je trouve ça très beau, en fait. Voilà. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu dis que toi, ça t'a énormément touché, le fait qu'il ait... Non, ça ne m'a pas touché, ça m'a ému. Ça m'a ému et je me suis vue dedans, mais ça ne m'a pas touché. Parce que le truc de toucher, c'est comme si c'était... Il y a un truc là, et il a réussi à atteindre ta carapace de spectateur averti ou critique. T'as le droit d'être détruit par un film ou d'être... ému ou juste en colère devant un film, mais toucher, c'est pas un mot que j'aime bien. D'accord, t'as été ému, du coup, t'as adoré ce film. Et je suis complètement d'accord avec toi, justement, sur le fait que t'as dit qu'il avait très bien représenté la répétition, le quotidien. Et moi, j'ai ressenti un peu la même chose, mais par rapport à la solitude, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très introverti.
Et justement, moi, j'ai pas beaucoup d'interactions sociales et j'adore me retrouver seule et faire des choses seule. Et j'ai trouvé justement que c'était justement aussi quelque chose de très bien représenté, parce qu'après, c'est sûr que sa solitude est un petit peu questionnée dans le film sur si elle est réellement volontaire ou pas. Enfin, qu'elle est peut-être pas non plus à 100% volontaire. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai trouvé ça très beau de montrer aussi de la beauté dans la solitude, dans le sens où c'est pas parce que t'es seul que ta vie est nulle, que tu dois être malheureux, ou que voilà, en fait, tout simplement, que tu peux juste t'accomplir en tant que personne en étant seul, en étant par exemple célibataire, tout simplement, en n'ayant pas d'enfants, et que c'est très bien et que c'est ok, et qu'il n'y a pas qu'un seul schéma de vie, en fait, qui est pour être heureux. Et ça, je trouvais ça bien. Et aussi, c'était bien de le montrer, et c'était en plus de ça très bien montré. Je trouve aussi, pour rejoindre ce que tu as dit Lucie, aussi ce que tu as dit Clémence, il y a une forme aussi un peu de déconstruction de ce regard de la société, justement, où parce que t'es seul, t'es malheureux, parce que t'as pas d'enfant, t'es malheureux, etc. Peut-être que aussi de nous montrer cette routine, ce quotidien, nous montrer comment il s'installe, comment c'est confortable aussi, en fait, de s'installer dans ce quotidien. Et pour rejoindre ce que disait Clémence, sans aller jusqu'au trouble de l'autisme, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que moi aussi, ça m'a évoqué, et notamment en fait le plan de fin, comme un parcours de résilience en fait. C'est-à-dire qu'il est passé, en tout cas moi j'ai supposé, c'est venu me parler aussi à cet endroit-là, notamment quand il rencontre, il revoit sa sœur qu'il n'a pas vue depuis des années, et quand même qui lui crache à la gueule, qui lui crache à la gueule le regard en fait de la société sur son métier, que j'ai trouvé donc hyper humiliant en fait comme attitude. Et partant de là, on peut s'imaginer ce par quoi peut-être il a pu passer. Et cette blessure, et la scène de fin, en fait, avec cette chanson de Nina Simone, parce qu'il faut parler de la musique aussi, qui est quand même... c'est vraiment génial. Il est accompagné, en fait, il vient puiser aussi son énergie, sa connexion dans la musique, en fait, qu'il écoute aussi chaque matin, dans son rituel, en fait, dans sa routine. Et ce parcours de résilience, en fait, moi, c'est ce qui m'est resté dans l'image de fin. C'est-à-dire que dans ses larmes, j'avais l'impression de tout voir, quoi, de voir en fait son chemin. C'est pour ça que ça m'a parlé à l'endroit d'un chemin d'intériorité que le personnage en fait par lequel il a pu passer, et dans ses larmes en fait, pour moi, je trouve qu'on voit son chemin d'intériorité. Tout y est, quoi. Et ça, je trouve, je sais pas comment. Ça, je trouve que c'est un rendu qui est juste, qui est bouleversant, quoi. Voilà. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, la musique était vraiment très bien choisie, parce que les paroles en fait faisaient beaucoup écho en fait à l'histoire. Et c'est vrai que la scène de fin, surtout avec son jeu d'acteur qui était absolument incroyable. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il joue extrêmement bien, cet acteur. Et c'est vrai que cette scène était vraiment bouleversante. Complètement. C'est bon. Non, mais je n'ai pas envie de couper ça. C'est vrai que c'est pas évident à couper là comme film, avec autant d'éloges à la suite. C'est bouleversant, émouvant. C'est vrai que ramener à la réalité tout de suite pour une courte conclusion, c'est peut-être pas lui rendre hommage. À moins que tu aies quelque chose à dire, Hélène, je t'en prie. Je crois qu'on a beaucoup aimé Perfect Days. Voilà, donc un film qu'on recommande chaudement. Ouais, je peux pas conclure décemment sur le film et embrayer sur autre chose. Donc ça va être assez rustre. Mars Express de Jérémy Perrin, désolé encore. Donc Mars Express est un film de science-fiction et d'animation français réalisé par Jérémy Perrin, qui était à l'origine de la série Last Man, que je n'ai pas vu mais qui a priori est très bien. Et donc le film se passe dans le futur. L'humanité a colonisé Mars et les humains vivent en coexistence avec des androïdes. Et on suit deux personnages, Aline et Chris. Chris étant un humain qui est mort et dont les souvenirs ont été implantés dans un androïde, qui sont deux détectives et qui vont se mettre à enquêter et découvrir des choses concernant les androïdes, etc. Donc un scénario qui ressemble assez à un film noir finalement. Et une des grandes forces du film, je trouve que c'était la façon d'aborder la science-fiction, avec beaucoup d'idées de science-fiction, que ce soit, par exemple, une des premières scènes, c'est un chat qui se tâche,
et on voit le personnage qui enlève la fourrure du chat, qui est en fait un chat androïde. Et cette scène, j'ai jamais vu ça dans un film en fait. Et donc on a beaucoup d'idées de science-fiction comme ça qui sont très bien amenées. On n'a jamais un personnage qui va se mettre à nous expliquer de la façon la moins naturelle possible comment fonctionne la technologie. Et donc c'est toujours très bien amené. Et, ouais, je trouvais que c'était un film excellent. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, moi, de mon côté, je suis très peu fan de science-fiction. C'est un genre avec lequel j'ai beaucoup de mal. Du coup, je partais assez négativement vers le film. Et dès la première scène, oui, dès qu'il y a eu le chat au début, j'étais ok, ça va être incroyable. Mais je trouve que c'est vraiment une baffe dans la gueule d'inventivité. Je suis désolé pour mon langage, mais c'est vraiment chaque scène, il y a une nouvelle idée où on se dit mais c'est génial, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et même si c'est des idées des fois qui peuvent être prises d'autre part, tout ce qui est Android et tout ça, ils apportent toujours quelque chose de nouveau où on se dit c'est génial, c'est vraiment incroyable et l'animation aussi est magnifique. Mais voilà, j'ai adoré, vraiment. Oui, et puis c'est aussi un film qui fait référence à beaucoup d'autres films de science-fiction, mais c'est jamais très appuyé. Ça sert toujours le film, c'est toujours bien digéré. Par exemple, j'ai entendu en interview Jérémy Perrin dire que le nom du personnage principal, Aline, c'était un anagramme d'Alien, et qu'il y a beaucoup d'autres idées comme ça qui font un peu penser à Blade Runner, mais l'espace d'un plan qui sert juste à contextualiser un lieu. Et donc le plan, il aurait été là même sans la référence, et les références sont jamais forcées. Et puis effectivement, l'animation est assez excellente. Et pour revenir sur les interviews de Jérémy Perrin, il expliquait en interview qu'il avait fait un style d'animation différente pour les humains et pour les androïdes, où donc les humains sont animés en 2D par des humains, voilà, et les androïdes sont animés en 3D par ordinateur, mais en essayant d'imiter la 2D, ce qui donne une légère différence qui saute pas forcément aux yeux, mais quand on revoit les screens ou la bande-annonce en ayant ça en tête, on le voit et c'est assez intéressant. D'autant qu'il y a une petite nuance, c'est que les androïdes qui se considèrent humains, ce qui est par exemple le cas de Chris, sont animés comme les humains. Et je trouve que ça apporte à la réflexion sur les androïdes et sur leur potentielle humanité, etc. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'utiliser la technique comme un langage, comme un choix esthétique qui puisse changer. Alors la scène du chat, je suis entièrement d'accord aussi. Non, oui, c'est vrai que par rapport aux idées, c'est en fait... je me rappelle aussi d'une au début où j'étais mais c'est une trop bonne idée, pourquoi ça n'a pas encore été inventé? Pas que j'en ai besoin, mais je suis sûr qu'un jour ils le feront. Que son portable il est posé sur une commode, il a une notif, il y a des ailes qui sortent du portable et qui l'amènent à lui pour qu'il voit la notif qu'il vient de recevoir. Je me suis dit ouais, ok, quand même, j'avais jamais vu ça, pareil pour le truc du chat et tout. Et puis moi, contrairement à Mathieu, je suis un grand fan de science-fiction, donc déjà j'y allais en me disant j'espère que ça va être bien parce que j'ai pas envie d'être déçu là-dessus. Et non, effectivement, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi toutes les références, comme tu disais, Blade Runner, et puis même Akira. En fait, Akira, j'y ai pas mal pensé par rapport à la musique. La musique que j'ai trouvé extraordinaire, vraiment qui est magnifique, avec des chœurs tout le long, c'est très très cool. Et puis même des comment il s'appelle, le jeu vidéo Detroit Become Human, pour ceux qui connaissent, où c'est pareil, futuriste, avec des androïdes qui veulent se révolter pour avoir les mêmes droits. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à ça aussi. Et toutes les références, en fait, justement, sont pas appuyées, sont juste là pour ce qu'il faut. Ça raconte l'histoire, et puis c'est incroyable comment c'est fait. Voilà. Oui, après, les références, on pourrait les lister très longtemps en vrai. Hein. Il y a 2001, Star Wars, il y a vraiment énormément de références. Et oui, c'est toujours très bien amené. Et ouais, je trouve que c'est un film assez formidable. D'autant que j'aime beaucoup la SF aussi. Et en France, il n'y en a pas forcément des masses. Il y en a un peu, mais par exemple, de l'animation de science-fiction française. Bon, il y a eu La Planète Sauvage, mais ça remonte. Il y a eu Renaissance, mais ça fait quand même un moment aussi. Donc c'est très sympa d'avoir un film comme ça qui est aussi vraiment dédié aux adultes et qui compte sur l'intelligence des spectateurs pour pas avoir à tout expliquer 15 000 fois. Et ouais, je trouvais que c'était super et j'espère que Jérémy Perrin refera de la science-fiction par la suite. Je sais qu'il aime beaucoup le cinéma de genre, notamment la science-fiction, et donc voilà. Il y a aussi ça, ouais, le côté beaucoup plus adulte, justement, même à certaines scènes qui sont assez violentes, où justement j'avais vu aucune image à part l'affiche, et je m'étais demandé justement comment ça allait être. J'avais peur que ça soit un peu trop enfantin, et en fait, quand tu vois une personne se faire décapiter, tu fais d'accord, ok, ça va pas être enfantin, mais pas de problème. Et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. J'en reviendrai dessus.
Tu me pointes le micro, mais je n'ai rien à dire. Mais si tu veux, je comble tant que tu arrives à retrouver. Mais oui, je suis d'accord par rapport à toutes les références qu'il y a à d'autres films de SF. Mais je trouve qu'on est pas sur juste des hommages, on est vraiment sur... comment dire ? C'est comme si il avait... bien ingérer tous les films de science-fiction pour faire son propre truc. Et du coup, on retrouve des idées d'autres films, mais qui sont tellement mieux amenées, tellement mieux écrites. Et justement, en ayant tout le temps ces nouvelles idées, ces nouvelles innovations à toutes les scènes, on est tout le temps surpris, on a tout le temps envie de plus découvrir ce monde. Et c'est peut-être le truc que je dirais un peu où j'étais un peu déçu. J'aurais trop voulu qu'on ait... Mais c'est pas possible, mais 10 minutes juste dans la ville où on se balade et on regarde chaque endroit pour se dire ah, il y a ça, c'est trop cool. Mais non, c'est vraiment génial. Et même les scènes d'action, on n'en a pas parlé, mais qui sont tellement dynamiques, ça va tellement vite. On n'est jamais perdu alors que ça va vraiment très vite. On n'est jamais perdu, on comprend toujours ce qui se passe. Il y a toujours des enjeux dans chaque scène d'action. La fin d'ailleurs, je ne dirai rien, mais qui est très surprenante. Je ne m'y attendais pas du tout pour un film comme ça, mais c'est un film de SF forcément. Mais non, ouais, c'était tellement bien, mais vraiment. Voilà. T'as retrouvé ton idée ? Bravo. Non, tout ce que je voulais dire, oui, voilà, c'était ça. C'était par rapport à Léa Drucker, par exemple, et puis à Sébastien Chassagne, aux autres acteurs, en fait, où on est parti sur un petit peu défaitiste en se disant qu'est-ce que ça va rendre Léa Drucker qui fait justement la voix de l'héroïne. Au bout de 2 minutes, on oublie complètement que c'est Léa Drucker, et tout le long, on est à fond dedans en se disant, on l'oublie complètement. C'est à la fin, en voyant le générique, où je me suis dit ah oui, c'est vrai que c'était elle, effectivement. Oui, je pourrais aussi rebondir un peu sur ce qui avait été dit un peu avant, à savoir que, effectivement, on aurait bien aimé avoir 10 minutes à se balader. Le film, il dure quelque chose comme 1h20. Il aurait pu durer 3 heures. Je serais resté devant 3 heures sans problème. Donc, et puis, par rapport aux références, effectivement, elles sont très bien ingérées et elles servent à construire l'univers. Et parfois, elles sont même utilisées pour porter une symbolique qui est différente de l'œuvre originale. Et... Ah ouais, je trouvais que c'était très intéressant. Par exemple, à moi, on a un plan qui sert, il me semble, de transition entre la Terre et Mars, et qui est juste un plan sur un vaisseau spatial. Et il se trouve que ce vaisseau spatial a la forme d'un des vaisseaux de 2001, qui ressemble beaucoup. Et c'est juste un plan d'une demi-seconde, histoire de faire transition, de construire l'univers. Et en même temps, c'est une référence. Enfin, c'est jamais appuyé. On peut aller voir le film en n'ayant aucune des références. Ça posera pas problème, et on se laissera emporter dans cet univers. Non, donc oui. Et le scénario, parce que vous en avez pas beaucoup parlé, mais vous avez juste dit que c'était 2 inspecteurs. Ça parle de quoi plus précisément ? Parce que c'est vrai que... alors au début, c'est 2 inspecteurs qui veulent capturer une hackeuse qui déplombe des androïdes. Donc parce qu'en fait, les androïdes ont des contraintes. Ils sont obligés d'obéir à des humains. Ils ne peuvent pas faire de mal à des humains. Ils ont toute une série de règles. Et donc il y a des hackers qui déplombent des androïdes, c'est-à-dire qui retirent ces contraintes aux androïdes. Ce qui fait donc des androïdes qui sont tout aussi libres que des êtres humains. Et donc au début, ces 2 détectives cherchent à attraper une hackeuse qu'ils arrivent à attraper, mais au moment de l'amener au commissariat, entre guillemets, ils se rendent compte que l'avis de recherche, il a disparu des fichiers, du coup ils sont obligés de la relâcher. Et plus tard, ils vont enquêter sur un meurtre et vont se rendre compte qu'il y avait un androïde qui avait été déplombé, mais qui est un peu étrange, il semble avoir développé une religion, enfin, il y a un truc un peu étrange, ils se mettent à enquêter comme ça sur les androïdes, sur leurs concepteurs et sur les hackers. D'accord. Ah oui, ça a l'air très intéressant. À moins que quelqu'un ait quoi que ce soit à rajouter sur le film. Sinon, je peux conclure. Donc oui, Mars Express, super film d'animation, a priori, de science-fiction, français et visible à l'Arvor la semaine prochaine, il me semble. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés tous ensemble, toute l'équipe. Pour critiquer les quelques films, donc je rappelle Napoléon, pas foufou, Perfect Days, magnifique, et Mars Express, voilà, qu'on a hâte de pouvoir voir. Merci à tous.